Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer le thème des variantes de sens. Cette présentation portera sur la manière dont le sens des mots peut varier selon différents contextes, usages ou structures linguistiques. Ensemble, nous découvrirons les différents types de variations sémantiques en nous appuyant sur des exemples concrets et des théories linguistiques majeures. Nous verrons aussi comment comprendre et analyser ces variations est essentiel pour étudier la langue et son fonctionnement. Entrons dans le vif du sujet. Commençons par une comparaison avec la phonologie. En phonologie, on parle de variantes combinatoires pour expliquer comment un même son change selon le contexte. C'est le cas notamment pour la distribution complémentaire, l'assimilation consonantique, l'harmonisation vocalique ou les phénomènes de liaison. De la même façon, la variante de sens correspond à ces adaptations sémantiques. Le sens d'un mot varie selon l'environnement où il se trouve dans la phrase ou le discours. Cette analogie nous aide à comprendre que le langage fonctionne selon des principes de variation, que ce soit dans les sons ou dans le sens. Le linguiste Gustave Guillaume a établi une distinction fondamentale. Il parle du signifié de puissance. C'est la signification potentielle, toujours présente dans le mot au sein de la langue. Mais quand on utilise ce mot en contexte, il prend une nuance précise. C'est le signifié d'effet. En somme, chaque mot possède tout un réservoir de sens, mais ce n'est qu'en discours que l'un d'eux se réalise. Cela montre la richesse et la dynamique du fonctionnement linguistique. Lorsqu'on fait référence à la synonymie, on parle de co-hyponymes qui peuvent se commuter dans un même contexte sur l'axe paradigmatique et qui ont un nombre important de sèmes en commun. C'est le cas pour élève et étudiant, surtout au Canada. Les élèves et les étudiants sont des humains en apprentissage. Simplement, en France, un élève sera dans une institution scolaire, alors qu'un étudiant sera exclusivement dans un établissement d'études supérieures. Il est très rare de trouver une synonymie totale de deux termes à l'intérieur d'une langue. Si cela arrive, on a généralement affaire à des différences de registre ou à des implications sociolinguistiques. C'est le cas pour chaussure et godasse, qui disposent des mêmes sèmes. Cependant, le second godasse sera ressenti comme relevant d'un registre familier. Regardons maintenant la polysémie, c'est-à-dire la capacité d'un mot à porter plusieurs sens. Prenons bouton. C'est d'abord le bourgeon d'une plante, puis une petite tumeur sur la peau, mais aussi un objet servant à fermer un vêtement ou l'orner. Cette diversité de sens illustre comment un même mot peut évoluer et s'enrichir selon les contextes, tout en conservant un lien sémantique entre ces différentes acceptions. Certains linguistes, tels Jacqueline Picoche, décrivent la polysémie en identifiant un sens premier, le cœur du mot, et des sens dérivés qui sont comme des branchements, des directions dans lesquelles se développe le sens. Ainsi, à partir du sens central, chaque usage du mot explore une facette nouvelle en fonction des besoins du discours et du contexte. Pour illustrer cette diversité, Katz et Fodor, dans la tradition générative transformationnelle, proposent d'analyser le mot canard sous forme d'arborescence. Canard peut désigner l'animal palmipède
lorsque le référent est matériel et animé. Comestible lorsqu'il s'agit de viande ou de sucre trempé. Ou encore un mauvais journal ou une fausse note, selon que le sens soit figuré ou musical. Chaque acception s'appuie sur certaines caractéristiques, organisées de façon logique. Mais alors, comment s'opère la transition de la polysémie à la monosémie? C'est le contexte discursif qui joue ce rôle. En discours, les ambiguïtés sont souvent levées. Par exemple, canard devient clairement un animal ou une fausse note selon la situation. Les mots spécialisés comme hadron tendent d'ailleurs vers la monosémie. Tout dépend de l'environnement et de la manière dont l'interlocuteur comprend l'énoncé. Selon le sémioticien François Rastier, tous les sèmes, même les plus abstraits, existent dans la langue. Leur activation dépend du contexte. Certains peuvent être inhibés, d'autres réactivés, et certains, qu'on appelle non primitifs, peuvent même être annulés ou virtualisés selon la construction du discours. C'est un jeu complexe et dynamique qui montre à quel point la langue est vivante. Jetons un œil à 3 grands types de verbes selon Morillon. D'abord, les verbes de perception, comme voir ou entendre, qui signalent une expérience sensorielle. Ensuite, les verbes d'opinion, comme croire ou penser, qui expriment une interprétation ou un jugement. Enfin, les verbes d'impression, qui traduisent une sensation ou une intuition, comme sembler. Chaque verbe joue un rôle précis et apporte une nuance à l'énoncé, comme on le voit aussi dans le latin. Prenons le verbe latin sentir. Il couvre un large éventail de sens, de l'impression sensorielle à la connaissance intellectuelle. Mais au fond, il reste un verbe de perception, illustrant l'idée aristotélicienne que rien n'est dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans les sens. Cela montre combien la perception et la signification intellectuelle sont liées dans le langage. Le verbe entendre est lui aussi polysémique. Il signifie tout à la fois percevoir par l'ouïe, comprendre par l'esprit, vouloir dire, voir, exiger. Derrière ces sens multiples, un sème de perception demeure toujours présent, mais le contexte décide de la nuance qui sera actualisée dans l'énoncé. À présent, intéressons-nous aux variations dialectales et socioculturelles du sens. Par exemple, le mot brunette désigne une couleur de cheveux en France, mais peut avoir d'autres acceptions selon les régions francophones. Au Québec, on rencontre des mots comme char pour voiture, ou encore des expressions propres à certains milieux sociaux et professionnels. De plus, un terme spécialisé comme opération va prendre un sens différent selon qu'on parle de chirurgie, de mathématiques ou de gestion, souvent précisé par un adjectif. Ces variations rappellent que le sens n'est jamais figé, mais dépend de la communauté et du contexte d'utilisation. Le sens des énoncés ne dépend pas seulement des mots eux-mêmes, mais aussi du contexte pragmatique et de l'interaction entre les interlocuteurs. Par exemple, la phrase « Vous pouvez fermer la fenêtre ?» peut être une demande polie ou une simple question selon le ton, la situation ou la relation. Les théories de l'énonciation et de la pragmatique nous aident à décoder ces variations subtiles. Regardons la variation référentielle avec le verbe « s'échapper ». Selon le sujet, un prisonnier, une information ou un animal, les implications et la chronologie changent.
Un prisonnier s'échappe activement. Une information s'échappe souvent de façon involontaire. Et pour un animal, on imagine un départ soudain. Chaque emploi amène une nuance de sens et de temps particulière. Abordons la valeur notionnelle des prépositions. Prenons dans, sur et sous. Elles expriment d'abord une relation spatiale. Par exemple, dans la boîte, sur la table, sous le lit. Puis temporelle et même plus abstraite, comme dans une heure, sur la question, sous condition. Cette flexibilité illustre la capacité du langage à étendre une idée concrète vers des domaines plus abstraits. Pour conclure, notons qu'il existe une hiérarchie du sens, des plus concrets aux plus abstraits. D'abord la dimension spatiale, puis la temporalité, et enfin le sens notionnel, plus conceptuel. Cette gradation nous montre comment les mots passent du tangible à l'intellectuel au fil de leurs usages et réaffirme la richesse du phénomène des variantes de sens en langue.